Webinaire en vous parlant un peu du projet et vous présenter les différents participants. Tout d'abord, pourquoi ces webinaires? En fait, nous sommes une équipe d'enseignants de différentes universités d'Afrique qui avons ensemble passé un très bon moment dans la pédagogie universitaire numérique. Nous sommes tous enseignants dans des universités différentes et nous avons été formés de manière très intensive en pédagogie universitaire numérique par l'Université libre de Bruxelles. Et ceci via le Centre d'appui pédagogique de l'Université libre de Bruxelles. Alors, quel était l'objectif? L'objectif de cette formation était de transférer et de partager cette formation avec tous les membres de nos universités respectives. Ça, c'était assez récent. Et de partager non seulement avec les enseignants, mais avec les autres universitaires diplômés en animant des webinaires sur différents thèmes qui relevaient de la pédagogie universitaire numérique. Je vais donc vous présenter très rapidement les différents membres qui vont passer pour cette première série de webinaires. Je tiens à préciser que les webinaires se tiendront tous les mercredis de 17 à 18 heures GMT à partir du 7 février jusqu'au 6 mars. Bon, quels sont les différents thèmes et les intervenants? Nous avons d'abord aujourd'hui le premier thème qui sera assuré par Pascal Colès-Noré, qui est docteur en philosophie de l'Université Saint-Thomas d'Aquin à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Il nous en tiendra sur l'alignement pédagogique. Ensuite, nous ferons un bond vers le Congo où nous allons rencontrer Hervé Mutombo Kabuit qui va nous parler des objectifs d'apprentissage. Ça, ce sera le 14 février 2024. Bon, le mercredi 21 février 2024, vous aurez mon humble personne, le docteur Stéphane Céleste Soquin, qui, je vous en tiendrai sur la gestion des grands groupes. Là, c'est moi. Vous pouvez me voir à l'image. Et le 28 février, nous aurons la très dynamique Olfa Yemen, qui est enseignante de mathématiques à l'Université de Tunis, El Manar, en Tunisie. Elle nous en tiendra sur la pédagogie active ou l'étudiant au cœur de son apprentissage. Enfin, pour cette première série, nous aurons celui qui est à la modération aujourd'hui, en la personne de Sie Zachary Kam, que vous voyez à l'image, qui nous parlera de l'apprentissage en profondeur, exploration de la méthode AEREA. Ce sera le mercredi 6 mars 2024, 17h GMT, pour clore cette première série de webinaires sur la pédagogie universitaire numérique. Je vous remercie tous d'être présents. J'espère qu'on pourra vous avoir pour toute la série. Nous serons ravis de vous avoir. Je vous dis merci pour tous les différents représentants. Je vois plusieurs universitaires, des universités du Congo, du Burkina Faso, de Tunisie, je vois du Cameroun, je vois plusieurs universités. Et je vous dis merci. Et je vais rapidement passer la parole à celui qui va nous entretenir aujourd'hui. Je parle de Pascal Colès-Noré, mais avant, je voudrais faire quelques précisions. Pour qu'on s'entende bien et que tout se passe bien, nous allons donner environ 30-35 minutes à Pascal pour qu'il nous fasse sa présentation. Et je prie tout le monde de garder son micro désactivé.
et aussi de lever la main à l'issue de sa présentation pour d'éventuelles questions et nous y reviendrons. Merci beaucoup et bon webinaire à tous. Nous disons merci à Sokeng pour l'introduction. Alors, nous allons aller à notre première présentation avec le docteur Koles Noré. Donc, je suis en charge de la modération de ce séminaire. Et comme docteur Sokeng l'a dit, nous allons essayer à la suite de la présentation d'essayer de répondre à un certain nombre de préoccupations. Et comme elle l'a dit, ce sont des échanges. Nous allons échanger. Il y a certainement des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience en la matière que nous qui participent afin de pouvoir rehausser également le niveau de ce webinaire. Nous leur disons merci pour leur participation et mettez-vous à l'aise, soyez à l'aise, échangeons franchement, donnons nos préoccupations afin qu'ensemble nous puissions former un grand groupe ayant une vision claire sur la question de la pédagogie universitaire. Donc, nous allons laisser le docteur Coles Noré aller dans sa présentation. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, j'ai l'honneur de commencer spécialement cette formation sur la pédagogie universitaire. Comme cela a déjà été dit, je suis le docteur Pascal Coles-Noré de l'Université Saint-Thomas d'Aquin, Université catholique au Burkina Faso. Et c'est un plaisir pour moi de vous entretenir sur le thème de l'alignement pédagogique, un thème essentiel pour toute pédagogie. Je vais essayer, en l'espace de 30 minutes, de vous présenter ce thème et de vous laisser le temps d'interagir, d'apporter des contributions ou de poser des questions d'éclaircissement. Je vais essayer d'aller assez vite à l'essentiel. Vous avez sur le tout premier slide le titre du thème qui sera traité. Au passage, je remercie énormément notre collègue Dr Olfa Yemen de Tunisie qui a eu l'initiative de cette formation et qui nous a associés puisque nous avons fait la formation ensemble à Bruxelles, mais c'est elle qui a eu l'initiative. Donc, merci à elle pour cette initiative. Voilà, de quoi va-t-il s'agir dans cette présentation? Vous avez le sommaire sous les yeux. Si vous ne le voyez pas, vous envoyez juste un message et le modérateur, le docteur Kamsier, va essayer de résoudre ce problème. Alors, je vais de ce pas éteindre ma vidéo. Vous n'avez pas besoin de voir ma bouille. Je vais l'arrêter et l'essentiel, c'est ce que je vais vous dire. Voilà, nous allons aborder ce thème en 3 temps. Précédé, bien sûr, d'une introduction et puis à la fin, une conclusion. Oui. Donc, en introduction, je voudrais simplement vous signaler que un dispositif d'enseignement s'organise essentiellement autour de 3 éléments. Ces 3 éléments sont les objectifs d'apprentissage, les méthodes d'enseignement et les stratégies d'évaluation. Voilà les 3 éléments. Et il y a alignement pédagogique lorsque ces 3 éléments sont cohérents
bien alignés et harmonieusement combinés. Et c'est cela, l'alignement pédagogique que nous allons voir en détail. Donc, trois éléments composites d'un dispositif d'enseignement. Et ces trois éléments ont l'obligation, nous avons l'obligation de les faire en sorte qu'ils soient cohérents, bien alignés et harmonieusement combinés. La premier point que nous ensemble, c'est que l'aliment pédagogique a une triple appellation. Il vaut mieux que je vous le précise pour que vous ne soyez pas embrouillés lorsque vous entendez parler de l'un ou de l'autre appellation, de l'une ou de l'autre appellation. La première appellation, on l'appelle aussi la triple concordance. Ce concept-là a été introduit par Ralph Tyler en 1949. Et ce concept de triple concordance nous vient donc de Ralph Tyler depuis 1949. Ensuite, deuxième appellation, alignement pédagogique. Pour l'alignement pédagogique, nous devons ce concept-là à un pédagogue australien qui a traité de ce thème dans un de ses ouvrages. Je ne sais pas si vous voyez le slide. J'attends que le slide apparaisse. Voilà, donc ce concept d'alignement pédagogique nous vient de John Burville Biggs, un psychologue de l'éducation et enseignant australien, et qu'il a utilisé dans un de ses ouvrages publié en 1996. Mais déjà en 87, il parlait d'alignement constructif. Mais le concept d'alignement pédagogique date de 1996. Après la deuxième appellation, alignement pédagogique, un troisième, la cohérence pédagogique. Ce concept est beaucoup plus récent et il englobe les deux premiers. Et ce concept-là, vous le trouvez largement développé dans un ouvrage récent intitulé Design pédagogique de Lanares, de trois auteurs, Lanares, Laperouza et Sylvestre. Troisième appellation, cohérence pédagogique. Maintenant, ces trois, le temps que le slide apparaisse.
Oui, juste excusez-nous pour le problème technique. On reprend le fil de nos idées. Nous venons de voir les trois appellations: alignement pédagogique, triple concordance et cohérence pédagogique. Mais ces trois expressions désignent une même réalité. Les trois éléments essentiels d'un enseignement, ces trois éléments essentiels d'un enseignement doivent être alignés. C'est cela, l'alignement pédagogique. Ces trois éléments doivent concorder. C'est cela, la triple concordance. Les trois éléments doivent converger de façon cohérente. C'est cela, la cohérence pédagogique. Logiquement, on peut même les agencer en une seule expression, en une seule phrase. Les trois expressions peuvent s'agencer harmonieusement de cette manière. La cohérence pédagogique d'un enseignement passe par l'alignement pédagogique et l'alignement pédagogique passe par la triple concordance. Voilà comment s'agencent les trois éléments. Donc, la cohérence pédagogique d'un enseignement passe par l'alignement pédagogique et l'alignement pédagogique passe par la triple concordance. Après cette triple appellation, nous allons maintenant aborder en détail chacun des éléments de la triple concordance. Un rappel, un enseignement s'organise autour de trois éléments: les objectifs d'apprentissage, les stratégies ou méthodes d'enseignement, les stratégies ou méthodes d'apprentissage, encore appelés acquis pédagogiques. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de préciser les objectifs à atteindre par les étudiants à l'issue du cours. Quelles questions faut-il se poser pour déterminer les objectifs d'apprentissage? Voilà la question de base. Qu'est-ce que mes étudiants ou mes étudiantes devraient être capables de savoir ou de faire une fois le cours terminé? Alors, la définition de ces objectifs-là est déterminante et ce thème fera l'objet de la prochaine séance le mercredi 14 février. Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus, vous donner juste la définition et vous donner quand même quelques exemples pour que vous ayez une idée de ce que sont les objectifs d'apprentissage. Il s'agit ici, pour l'enseignant, de cibler l'ensemble des savoirs, l'ensemble de savoir-être ou de savoir-faire attendus des étudiants à la fin de l'enseignement. La rédaction de ces objectifs doit obéir au schéma suivant que le docteur Hervé va vous développer le 14 février. Un délai, plus ce que l'étudiant doit être capable de faire, de réaliser, un verbe d'action, ensuite le contenu de ce qu'il doit pouvoir être capable de faire ou doit être capable de faire, et le contexte dans lequel il doit réaliser cela. Voilà comment doit se présenter un objectif d'apprentissage d'un cours. Je prends un exemple pour mon cours de philosophie de l'histoire, qui consiste à aborder la philosophie de l'histoire chez Hegel, chez Kant et chez Karl Marx. Voilà un de mes objectifs, parmi les trois objectifs que je me suis fixé, d'apprentissage que j'ai fixé. À la fin de ce cours de philosophie de l'histoire, les étudiants ou étudiantes devront être capables de confronter, c'est le verbe d'action, les philosophies kantiennes, hegeliennes et marxistes de l'histoire dans un travail écrit. Donc, ce que j'attends
de l'étudiant à la fin du cours. Il doit maîtriser ces philosophies, ces trois philosophies de l'histoire, et être capable de les confronter, comparer. Voilà un exemple d'objectif pédagogique. Avant de passer au deuxième élément, qui est la stratégie d'enseignement, me repos de quelques secondes. Alors, je vous raconte une histoire pour vous distraire un peu. L'histoire d'un professeur, d'un enseignant du primaire, professeur d'école, qui a su changer une situation dramatique en un modèle pédagogique, en un moyen pédagogique. Cet enseignant du primaire aimait boire, aimait la bonne chair. Un jour, comme d'habitude, avant d'aller à l'école à pied, sa maison n'était pas loin, il faisait un tour au marché, s'approvisionnait en viande grillée ou bien en abats frits, et ensuite une bouteille de bière ou une canette de bière, et il s'en allait à l'école. Sa provision était assurée pour la journée. Ce jour-là, même scénario, il arrivait en classe avec sa canette de bière et sa viande bien emballée. Il n'a même pas dit bonjour à ses écoliers, à ses élèves. Il s'est installé et il a commencé à manger sa viande. Il a pris une bonne rasade de bière. Et quand il a déposé la canette sur la table, il s'est rendu compte que l'inspecteur, son inspecteur, était assis au fond de la salle avec les élèves sur un banc d'écoliers. Il était assis là et il le regardait. Alors, cet ancien, il n'a pas paniqué. Il s'est levé. Il a commencé ainsi son cours. Mes élèves, alors, qu'est-ce que je viens de faire? Il y a un qui a levé la main. Adama a levé la main. Monsieur, vous avez mangé de la viande. Il continue son interrogation. Alors, et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Un autre élève a répondu, Salamata, non, je vous ai vu. Vous avez bu une bonne rasade de bière. Et alors, l'enseignant pose la troisième question. Alors, les élèves, lorsqu'un enseignant est capable de manger de la viande sans même dire bonjour à ses élèves et de boire de l'alcool en pleine séance de cours et devant son inspecteur, comment on appelle cela? Et un enfant qui a dit, non, professeur, ça, c'est le courage. Alors, le professeur répond, voilà, vous avez trouvé. Prenez vos cahiers d'éducation civique, nous allons traiter du courage aujourd'hui. Alors, devant l'ingéniosité de cet enseignant, l'inspecteur ne pouvait qu'applaudir. Il a transformé une situation dramatique en une façon de débuter son cours de façon pédagogique. Voilà, maintenant que vous êtes reposés, nous allons aborder le deuxième élément de l'alignement pédagogique, qui est la stratégie d'enseignement, les méthodes d'enseignement. Voilà. Ce troisième élément englobe l'ensemble des activités d'apprentissage proposées aux étudiants afin qu'ils atteignent les objectifs d'apprentissage préalablement définis. Donc, ici, il s'agit d'aller au-delà du binôme habituel, cours magistral TD. Il s'agit de trouver des modalités adéquates de transmission de l'enseignement. Et ces activités-là, pédagogiques, de transmission de l'enseignement, peuvent avoir lieu en classe ou en dehors de la classe, en ligne, peuvent être individuelles ou collectives. Je peux prendre des exemples. Ça peut être des études de cas, ça peut être une discussion entre pairs ou encore un cours ex cathedra ou encore un cours organisé de façon interactive. Pour ce deuxième élément, pardon, quelle est la question centrale à se poser? C'est comment permettre à mes étudiants d'atteindre les objectifs visés, les objectifs d'apprentissage visés. Voilà la question qu'il faut se poser. Et ces stratégies d'enseignement, donc on peut citer, en plus de ce que j'ai déjà cité, d'autres exercices, d'autres manières de transmettre l'enseignement.
Et il faut simplement se poser la question, comment je transmets l'apprentissage à mes étudiants pour qu'ils atteignent les objectifs visés au début du cours. Troisième élément, après les objectifs d'enseignement, après aussi la stratégie de transmission de connaissances, les méthodes pédagogiques, nous abordons maintenant la stratégie d'évaluation. Il faut évaluer au cours des séances d'enseignement ou à la fin des séances d'enseignement ou au milieu, mais il faut évaluer. En quoi consiste cette stratégie d'évaluation? La stratégie d'évaluation concerne toutes les activités à réaliser pour vérifier que les étudiants ont bien atteint les objectifs visés. Donc, cette stratégie comprend exercices notés ou non, examen, rapport, exposé. Tout cela fait partie des stratégies d'évaluation. Évaluer ici consiste à porter une appréciation sur une prestation fournie par l'étudiant ou par l'étudiante. L'évaluation permet ainsi de situer les acquis en termes d'apprentissage de l'étudiant ou de l'étudiante par rapport aux objectifs d'apprentissage visés. Quelle est la question centrale à se poser ici? Comment vérifier que mes étudiants ou mes étudiantes ont bien atteint les objectifs d'apprentissage? Voilà la question centrale à se poser. Il existe trois types d'évaluation qui n'ont pas la même fonction. Le premier, l'évaluation diagnostique pour vérifier les acquis d'apprentissage avant le début d'un enseignement ou d'une séquence. Cette évaluation n'est pas notée. Au début de la séance, on peut interroger l'un ou l'autre étudiant pour voir si les cours précédents ont été compris ou bien si c'est la première séance pour voir si les prérequis sont déjà assurés. Ça, c'est l'évaluation diagnostique. Après l'évaluation diagnostique, deuxième type d'évaluation, l'évaluation formative. Pour réguler l'apprentissage, pour favoriser la progression, elle n'est pas sanctionnée par une note. Soit par exemple un cours sur OPS que je donne, eh bien, pendant la séance, au moment d'aborder OPS, après avoir fini le Rousseau les dernières séances passées, je peux commencer par une évaluation formative en posant la question, eh bien, OPS est de quelle nationalité? Quel est le prénom de OPS? Thomas. Il est du quelième siècle? Donc, 17e siècle. Voilà, je vérifie ainsi et en même temps, cette évaluation forme les étudiants, leur apporte des informations supplémentaires. Dernier type, évaluation certificative. Nous sommes habitués à ce type d'évaluation. C'est pour certifier un niveau de maîtrise ou de connaissance par une note. Voilà, cette évaluation est sanctionnée par une note. Voilà, maintenant, voilà les trois éléments composés de l'alignement pédagogique. Maintenant, je vais prendre quelques exemples de mauvaise pédagogie. Je vais prendre l'exemple essentiellement sur l'évaluation. Mauvais exemple de quelqu'un que je connais, cette personne saurait être moi-même. Et ce moi-même-là confesse, avant, j'éprouvais un malin plaisir à surprendre mes étudiants. C'est-à-dire, je ne rédigeais pas d'objectifs pédagogiques, d'objectifs d'apprentissage pour mon cours. Donc, les objectifs n'étaient pas bien définis et les étudiants n'avaient aucun indice sur la nature de l'évaluation ni sur le contenu sur lequel ils seront évalués. C'était le règne complet de l'inconnu. Et cela, je visais à les former à tout type de sujet, à s'attendre à tout type de sujet, à les former à l'inconnu de la vie et à les forcer aussi à bosser tout le cours. Voilà, je croyais bien faire en mettant en place une pédagogie de l'inconnu. Et voilà, non, ce n'est pas la meilleure des manières, je confesse.
En synthèse, résumons-nous, l'enseignement est un dispositif cohérent, intégrant trois éléments clés. Et ces trois éléments doivent s'agencer de façon cohérente, être alignés pour favoriser l'apprentissage des étudiants. Quelques exemples pour vous faire comprendre ce qu'est l'alignement pédagogique, soit l'objectif d'apprentissage suivant. À la fin du cours, les étudiants devraient être capables de sauter en parachute. Voilà, cours sur le parachutisme. Et à la fin du cours, l'un des objectifs, les étudiants devraient être capables de sauter en parachute. Voilà, incohérence pédagogique, un exemple d'incohérence pédagogique, c'est pour atteindre cet objectif, quelle méthode on utilise? Voilà, la méthode choisie, c'est lecture sur le parachutisme et son histoire. Vous voyez que ça ne suffit pas pour apprendre à sauter en parachute. Et l'évaluation qui a été retenue, c'est sauter en parachute. Vous voyez qu'avec cette méthode pédagogique et avec l'option de l'évaluation, voilà, vos éléments, vous allez les conduire directement au cimetière. Vous appelez le pasteur ou un prêtre pour faire l'enterrement. Parce qu'ils ne sauront même pas comment on saute en parachute. Ils auraient appris l'histoire du parachutisme, mais pas du tout comment on saute en parachute. Donc ça, c'est une incohérence pédagogique, un processus pédagogique pas du tout cohérent. Exemple 2, cette fois-ci cohérent. Soit l'objectif, à la fin de ce cours, les étudiants devraient être capables de bien argumenter oralement. Voilà, comment on peut réaliser la cohérence pédagogique ici, en tenant compte de l'objectif? Il faudrait proposer une stratégie d'enseignement qui permet aux étudiants de développer cette capacité d'argumentation orale durant le cours. Donc, les choix à opérer, il faut opter pour la discussion entre pairs, pour des débats, pour des présentations devant la classe. Voilà, c'est cela qui va développer leur capacité d'argumentation orale. Et pour l'évaluation, il faut opter pour une stratégie d'évaluation de type examen oral. Vous ne pouvez pas jauger la capacité d'argumentation en faisant un examen écrit, d'argumentation orale en faisant un examen écrit. Là, il y aurait incohérence pédagogique. Dernier exemple. Si l'objectif pédagogique de départ est de rendre un étudiant créatif, il est crucial que les méthodes employées exercent les étudiants à la créativité et que l'évaluation qui sera faite porte sur la créativité et non pas sur d'autres compétences. Voilà comment on peut aligner pédagogiquement l'objectif avec les méthodes et avec l'évaluation. Je crois qu'avec ces exemples, nous aurons compris ce que c'est que l'alignement pédagogique. Ici, je vais demander à mes collègues, je vais faire participer les dames. Olfa, si elle est connectée, d'activer son micro. Stéphane, Céleste aussi. Vous allez m'aider à déchiffrer ce schéma. Regardez bien, vous avez les trois éléments avec au milieu l'étudiant, en haut les objectifs, à gauche les activités d'apprentissage et à droite, en bas, l'évaluation. Les trois éléments sont là. Maintenant, les trois éléments se tiennent. Il faut, par exemple, que les méthodes d'enseignement et les méthodes d'évaluation convergent vers les objectifs. C'est le sens des flèches qui montent vers objectif. Tous les deux, évaluation et activité, montent vers objectif. Mais il faudrait aussi que les objectifs orientent aussi vers les deux autres, déterminent les deux autres. Ce sont les flèches à l'extérieur qui descendent aussi d'objectifs vers les deux autres. Alors, je vais demander à Olfa de me lire les flèches d'abord qui montent vers objectif. Bonjour Pascal et bonjour tout le monde. Bonjour, Olfa. D'abord, avant de parler, je vais dire quelque chose pour l'anecdote.
c'est que durant notre formation à Bruxelles, Pascal nous faisait tout le temps ceci. Et il le faisait pourquoi? Parce que ce qu'on a étudié, entre autres, en pédagogie universitaire à l'ULB, c'est que le degré de concentration devant un cours magistral ne dépasse pas les 15 minutes. Et donc, il fallait, et ça, il faut apprendre à le faire, chaque 15 minutes, poser des questions, essayer de faire intervenir tout le monde. Et donc, Pascal nous faisait toujours ça pendant ses présentations. Et voilà, donc je retourne à l'alignement pédagogique. Je lis ce qui monte, Pascal? Oui. D'accord. Donc, les activités d'apprentissage doivent exercer à atteindre les objectifs et l'évaluation doit permettre de mesurer est-ce qu'on a atteint les objectifs, oui ou non. Oui. Entre-temps, entre l'évaluation et les activités d'apprentissage, l'évaluation peut modifier notre conception des activités d'apprentissage. Dans le sens, si j'ai bien compris, si Oui. nos étudiants n'ont pas abouti à une bonne note, c'est que naturellement, on doit changer notre méthode, notre stratégie d'enseignement. J'espère que c'est bon comme ça, monsieur. Super. Tu Merci. es grande pédagogue. Merci beaucoup. Merci à Bonjour toi. à ceux de Tunisie. Merci. Voilà. Maintenant, Céleste du Cameroun. Si ton micro est Oui, allumé. merci. Oui, mon micro allumé. Merci, Pascal. Je voudrais mentionner ici que dans l'alignement pédagogique, l'étudiant est au centre de l'apprentissage et ça se voit à travers le cercle rouge. Donc, merci, Pascal, de nous faire participer. Les flèches qui descendent, je vois que les objectifs d'apprentissage permettent de concevoir, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Permet de concevoir, très bien, les objectifs d'apprentissage permettent de concevoir les activités et les événements d'apprentissage. Ces derniers doivent exercer, c'est-à-dire les différentes activités que nous devons mener, devraient amener l'apprenant à exercer pour l'évaluation qui, elle, est censée permettre de mesurer les objectifs d'apprentissage prédéfinis. C'est bon, Voilà. Pascal? Super. Oui, bien dit. Donc, bonjour à ceux du Cameroun. Même si vous avez quitté la CAN. Voilà, donc nous avons l'essentiel, dit l'essentiel sur la triple concordance. Donc, la triple, vous avez les trois éléments qui doivent concorder. Maintenant, deux éléments complémentaires. Et si vous êtes fatigué, je vous fais reposer juste une minute. Ah, je n'ai plus beaucoup de temps. Je crois qu'il me reste combien de minutes, le modérateur? Vous donnez combien? Vous avez 10 minutes? encore le temps. 10 minutes, d'accord. Donc, voilà, je vous fais vous reposer un peu. Voilà, un exemple de pédagogie non punitive qui porte beaucoup de fruits. Voilà, un élève dans une classe avait volé une montre. Mais la façon dont l'enseignant a traité ce problème a suscité une vocation d'enseignant chez ce jeune voleur. Voilà. Je vous raconte l'histoire. Un jour, un enseignant de primaire à la retraite était parti au bistrot pour boire une petite bière. Il s'assoit, il boit sa bière, et entre-temps, la serveuse ramène une deuxième bière. Il lui dit, écoutez, c'est le monsieur qui est assis là-bas, là, en veste-cravate, qui vous offre cette bière. Et le sexagénaire, enseignant à la retraite, regarde, il ne voit pas, il ne connaît pas le monsieur. Alors, il demande au jeune homme, dit, mais monsieur, je ne sais pas pourquoi vous m'offrez une bière, je ne vous connais pas. Et le jeune homme se lève, veste, cravate, veste assortie à la cravate, il s'avance. Il dit, mais monsieur, vous ne me reconnaissez pas? L'enseignant dit, non, je ne te reconnais pas. Mais c'est moi, Tartampion, c'est moi, Jo. Il dit, Jo, ouais, je t'ai eu en quelle classe? Il dit, vous m'avez eu au CM2. Et alors, l'enseignant lui dit, mais qu'est-ce que tu es devenu, Jo? Tu es bien cravaté comme ça. Il dit, non, monsieur, je suis devenu enseignant comme vous. Et cette vocation-là, c'est vous qui me l'avez suscitée. C'est vous qui me l'avez inspirée. Et alors, l'enseignant lui dit, ah, écoute, assieds-toi et raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je fais pour te susciter une vocation d'enseignant? Il dit, voilà, monsieur, il y a un de mes camarades qui est venu un jour en classe avec une très belle montre. Et moi, mes parents n'avaient pas l'argent pour m'acheter une montre. Et j'enviais cette montre-là. Alors, à la récréation, j'ai chippé la montre de mon copain. Et à la fin de la journée, le copain ne trouvant pas sa montre, s'est plaint. Et vous avez dit annoncer dans la salle, écoutez,
une montre a été volée dans cette classe, je demande de me ramener la montre. J'avais la montre dans ma poche, je n'ai pas bougé. Vous avez répété la question 3 fois, personne n'a bougé. Ensuite, je vous ai vu, vous êtes parti fermer la porte de la classe et vous êtes revenu, vous nous avez dit, fermez tous les yeux. Nous avons fermé les yeux, mais moi, j'ai fermé mes yeux à demi, je n'ai pas tout fermé et je vous observais. J'ai vu que vous avez commencé à fouiller les poches de tout le monde. Vous nous avez fait nous lever, vous avez commencé à fouiller les poches de tout le monde. Vous êtes arrivé chez moi, vous avez trouvé la montre et j'ai remarqué que vous n'avez pas arrêté. Vous avez continué de fouiller toutes les poches. Et quand vous avez fini de fouiller tout le monde, vous avez dit, ouvert la porte en nous disant, voilà, allez-y, j'ai retrouvé la montre. Je m'attendais à ce que vous disiez, le voleur de la montre, c'est lui. Vous n'avez rien dit. Je commençais à trembler, mais vous n'avez rien dit. Vous avez dit à tout le monde, allez, sortez, j'ai retrouvé la montre. Vous avez remis la montre à mon copain. Le lendemain matin, je suis revenu en classe tout tremblant. Je croyais que vous allez dire, le voleur de la montre, c'est lui. Vous n'avez rien dit. 2 jours passent, 3 jours, vous n'avez rien dit. Jusqu'à la fin de l'année, vous n'avez rien dit. Jusqu'à ce que je quitte l'école, vous n'avez rien dit. Et l'enseignant le regarde et dit, ah, c'est toi le voleur de montre là. Ah, c'est toi. Et je n'ai même pas su que c'était toi. Et son élève lui répond, c'est pas vrai? Vous n'avez pas su que c'est moi qui ai volé la montre? Il dit, non, je n'ai pas su. Il dit, mais pourquoi, monsieur? Et le monsieur lui explique, tu sais, je vous ai demandé de fermer les yeux. Moi aussi, j'ai fermé les yeux en vous fouillant. Je ne voulais pas savoir qui a volé la montre parce que ce geste-là risquait de le poursuivre durant tout le reste de l'année. Je ne voulais pas avoir cette image d'un enfant voleur dans ma classe. Alors, j'ai fermé les yeux et je n'ai pas su qui a volé la montre et j'étais traité comme tous les autres enfants sans discrimination. Alors, le jeune homme a commencé à pleurer. Il n'avait pas su que son maître n'a pas su que c'est lui qui était le voleur de la montre. Voilà un exemple de pédagogie qui, en fait, fait réfléchir l'élève sans lui mettre la honte. Et ce jeune homme, après cette confession, a dit à son maître, dit, vous savez, monsieur, depuis cette époque, ce jour-là, je n'ai plus jamais volé quelque chose de quelqu'un. J'ai eu honte. Vous n'avez rien dit, mais je ne vole, je ne touche plus à ce qui ne m'appartient pas. Voilà, on continue maintenant. Bien reposer, on y va, on termine. 2 éléments complémentaires. Donc, en plus des objectifs d'apprentissage, premier élément. Ensuite, la méthode d'enseignement, deuxième élément. Et la méthode d'évaluation, troisième élément. Et il y a 2 éléments qui s'ajoutent et dont il faut tenir compte. D'abord, le contexte de l'enseignement et ensuite le contenu de l'enseignement. Voilà les 2 éléments complémentaires. Alors, passons-les en revue rapidement. Le contexte. Donc, on tend de plus en plus en pédagogie vers une prise en considération plus importante du contexte. Parce que ce contexte-là détermine les choix pédagogiques de l'enseignant et lui impose des contraintes. Donc, un enseignement se déroule toujours dans un contexte bien spécifique. Et les auteurs du design pédagogique, Sylvestre, Lanares et Lapelouza, estiment que le contexte induit fortement certains choix pédagogiques. Et c'est important de tenir compte du contexte. Ce contexte-là, il comprend les éléments suivants: les étudiants, le nombre des étudiants, leur hétérogénéité, le niveau d'études. Si vous avez 500 étudiants, on n'enseigne pas 500 étudiants comme on enseigne 10, 15 étudiants. Donc, ce contexte-là déterminera vos choix pédagogiques. Ensuite, la matière, le nombre de crédits, la discipline, ça donne l'importance plus ou moins grande de la matière que vous enseignez. Ensuite, les ressources disponibles, la salle de classe, le matériel dont vous disposez. Est-ce que vous avez du matériel informatique? Est-ce que vous utilisez un vidéoprojecteur? Vous avez un tableau noir? Tout cela détermine vos choix pédagogiques. L'enseignant lui-même fait partie du contexte. Donc, ses capacités, son expertise, sa maîtrise du sujet, tout cela joue. Et même des aspects sociaux de l'enseignant. Lorsque vous venez d'une famille où vous avez rencontré d'énormes difficultés, soit des problèmes de santé ou des problèmes financiers, ça joue énormément sur votre enseignement.
Alors, pour le contexte, quelle est la question à se poser? Dans quel contexte s'inscrit mon enseignement? Il faut déterminer cela parce que cela est déterminant pour le choix du contenu, le choix des méthodes pédagogiques et le choix même de la méthode d'évaluation. Maintenant, deuxième élément complémentaire, le contenu. Il s'agit ici du contenu de l'enseignement que l'enseignant doit déterminer. Qu'est-ce qu'il doit choisir pour mettre, pour meubler son enseignement? Et chose dont il faut faire très attention, auquel il faut faire très attention, pardon, les contenus ne sont pas choisis pour eux-mêmes, mais doivent être reliés aux objectifs. Vous pouvez choisir le contenu en fonction des objectifs que vous visez. Après, pour le contenu, la question à se poser est la suivante. De quels éléments de savoir ou de savoir-faire ou de savoir-être mes étudiants ont-ils besoin pour atteindre les objectifs d'apprentissage? Voilà la question à se poser. Si on résume tout cela, on associe les trois éléments essentiels aux deux éléments complémentaires. Voilà ce que ça donne. L'élaboration d'un dispositif d'enseignement doit s'assurer de la cohérence entre les quatre piliers de tout enseignement, qui sont objectifs, contenu, stratégie d'enseignement, stratégie d'évaluation. Voilà les trois piliers. Mais à ces piliers, il faut ajouter un cinquième élément parce que tout cela s'inscrit dans un contexte précis. C'est le cinquième bloc. Un contexte qui influence chacun des autres piliers. Donc, il faut tenir compte du contexte. En résumé, pour un enseignement efficient, l'enseignant doit identifier les éléments contextuels qui influencent son enseignement, rédiger des objectifs d'apprentissage de son enseignement, des objectifs bien précis, sélectionner le contenu de son enseignement en fonction des objectifs, formuler clairement la stratégie d'enseignement et formuler aussi la stratégie d'évaluation. Et toutes ces composantes doivent s'influencer mutuellement. Et alors, je vais essayer de vous le faire comprendre à travers un croquis. On va terminer par là, parce que je crois que le temps qui m'est imparti est en train de s'épuiser. Bon. Pour qu'il y ait un bon apprentissage, il faut une cohérence entre ces différents éléments. Et sans cette cohérence, il n'y aura pas d'apprentissage ou il y aura un mauvais apprentissage. Donc, c'est important d'aligner les trois éléments essentiels et de tenir compte des deux éléments complémentaires. Voilà l'essentiel pour ce qui est de l'alignement pédagogique. Mais pour finir, vous pouvez chercher à aller plus loin, beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit. Je vous ai mis ici quelques ressources pour aller plus loin, dont l'ouvrage Design pédagogique et quelques ressources que vous trouvez sur Internet. Alors, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé pour les quelques désagréments de la technique. Je repasse la parole au modérateur. Nous disons encore une fois de plus, merci. Je t'aime. Oui, excusez-moi. C'est bon, ça peut aller. À Pascal Colesnoré pour sa présentation sur la triple concordance. Donc, nous pouvons retenir ici
il a évoqué les trois éléments fondamentaux et il a ajouté des éléments complémentaires. Donc, nous avons échangé autour de l'évaluation, les objectifs pédagogiques et également les méthodes d'enseignement. Voilà un peu l'ossature qu'il a voulu donner à sa présentation. Maintenant, nous sommes à une phase d'échange. Euh, Certains participants ont déjà demandé si c'était possible d'avoir par la suite la présentation et il n'y a pas de souci pour cela. Voilà. Nous sommes dans le partage. Donc, nous ouvrons ici une liste d'interventions. S'il y a des éléments d'ajout, s'il y a également des questions, des préoccupations, euh, nous allons passer également la parole à Libera qui est là. Est-ce qu'il a envie d'ajouter un mot? Bonjour à toutes, ou bonsoir à toutes et à tous. Juste vous remercier de cette initiative qui est très, très louable de partager vos connaissances ou vos compétences acquises au cours de cette formation de 3 mois. Euh, Peut-être juste avec beaucoup d'humilité signaler aux participants que je suis le promoteur de ce projet et que je suis le responsable académique de cette formation à l'Université libre de Bruxelles et que c'est une fierté pour moi de participer dans cette séance, cette première séance et que finalement, ce qu'on a échangé souvent à l'ULB depuis le début jusqu'aux cérémonies de clôture de la formation, cette initiative prouve à suffisance que ce qu'on a échangé, comment dirais-je, n'est pas resté lettre morte, mais que vous avez concrétisé cette volonté, cet esprit de partage, de collaboration, de réseautage. Donc, je me réjouis de cela parce que c'est un résultat, en fait, finalement, de de la formation, donc du stage international, cette formation internationale en pédagogie université numérique. Je n'ai pas vraiment je dirais, grand chose à ajouter, juste pour le signaler que la triple concordance est un outil qui permet en fait de scénariser un cours. Donc, scénariser un cours, c'est euh, le découper en unités d'apprentissage et ce découpage se fait bien sûr à partir des activités d'apprentissage visées ou des objectifs du cours. Et à chaque, disons, apprentissage, sous-apprentissage spécifique ou objectif spécifique, il faut effectivement assurer l'alignement pédagogique en définissant clairement les méthodes, en choisissant les méthodes qui permettent effectivement d'atteindre les objectifs visés ou les acquis d'apprentissage visés. Et aussi, les objectifs ou les acquis d'apprentissage visés permettent effectivement d'élaborer des évaluations, je dirais, au pluriel, comme Pascal l'a souligné, les évaluations diagnostiques, c'est-à-dire au début du cours, vérifier que les étudiants maîtrisent les prérequis de base, l'évaluation formative. Je crois que dans beaucoup d'universités, il y a la formation, plutôt l'évaluation continue et aussi, enfin, l'évaluation certificative.
Juste préciser, rien n'empêche que vous attribuez des points, de la note, pour une évaluation diagnostique. Je prends un exemple. À l'Université de Bruxelles, tous les étudiants des premières années, ils sont obligés de suivre plutôt un cours d'anglais. Hmm. Et comme les étudiants qui entrent à l'université en première année ont des niveaux hétérogènes, on organise un examen de niveau, un test de niveau en fait. Et dans le but de les subdiviser en groupes selon les niveaux, hein. Et donc, on attribue des points pour cette évaluation diagnostique. Je discutais avec un collègue. Pour le moment, je suis en déplacement dans un pays africain, dans une université africaine, que je préfère ne pas citer pour le moment. Et il me demandait pourquoi pas, est-il possible de supprimer l'examen final? Bon, moi je lui dis pourquoi pas. Ça, c'est la liberté académique. Si vous organisez les évaluations au cours tout au long de votre enseignement et que à la fin, vous donnez une évaluation je dirais, qui synthétise l'ensemble de la matière, c'est-à-dire vérifier si réellement l'ensemble des compétences souhaitées ou les acquis d'apprentissage visés sous forme d'un travail ou voilà, d'une évaluation. Il n'y a aucun souci de faire la moyenne de l'ensemble des évaluations continues que vous aurez organisées. Et donc voilà. Donc, je me résume. Euh, le, la triple concordance ou l'alignement pédagogique, comme Pascal l'a bien souligné, c'est vraiment le pilier de la scénarisation dans un enseignement, en fait, dans un cours. Donc voilà, c'est cet élément que je voulais ajouter. Je pense que dans les webinaires qui vont suivre, cette question de scénarisation reviendra et il sera intéressant de montrer le rôle, la place importante de la triple compétence. Je vous remercie. OK, nous disons merci à Libera pour son intervention. Effectivement, la dynamique dans laquelle nous sommes, c'est de travailler à ce que tous les enseignements qui sont scénarisés puissent rentrer dans la logique de la triple concordance, comme il l'a dit. Alors, nous allons passer à une phase d'échange. Monsieur, excusez-moi, Nguelieu, si j'écorche le nom, vous avez la parole. N'est pas activé. D'accord. Merci, bonsoir à tout le monde. C'est un réel plaisir de participer à ce webinaire qui vient justement suite à un ensemble de formations pédagogiques que nous avons habituellement reçues, notamment celui qui s'est tenu, je crois, il y a 2 ans à l'école normale supérieure de Yaoundé 1, en collaboration avec M et l'UNESCO. Je crois qu'il y a certains de nos formateurs et formatrices ici. Et j'ai postulé pour participer parce que je trouvais que ça se situe justement dans la continuité. Et comme dit les pédagogues, un enseignant qui cesse d'apprendre cesse également d'enseigner. Donc, je saisis l'occasion pour exprimer toute ma gratitude vraiment à l'équipe organisatrice et le fait que ce soit une organisation euh, effectuée par plusieurs pays, plusieurs universités, donne une tonalité inclusive également assez intéressante. La seule question ou préoccupation qui pourrait être précoce est celle de savoir, et c'est une forme d'attente, les techniques qui pourront être mobilisées
par un enseignant pour faciliter la compréhension du cadre contextuel par les apprenants, de manière à ce que les séquences pédagogiques ou les cours qui paraissent un peu virtuels chez les apprenants, on puisse partir des contextes qui facilitent vraiment la compréhension. Donc, ça fait partie des attentes qui, au cours de cette formation, pourraient nous être vraiment utiles. Merci une fois de plus à tous les organisateurs. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions ou quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question ou intervenir. Vous pouvez... Il y a Emmanuel qui a levé la main. Oui, nous écoutons. Emmanuel, on vous a donné la parole. Hein? Ouais. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis Emmanuel Kambaja, professeur à l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimaï en RDC. Je voudrais remercier un collègue pour cette communication très, très, très intéressante pour moi. Et vraiment, je suis édifié par la clarté de son exposé. Je voudrais juste poser une petite question. C'est, bon, je ne sais pas très bien si elle est bête, mais en fait, je voudrais savoir si les compétences ont leur place dans l'alignement pédagogique. Voilà ma question. Allô? C'est bien Oui. enregistré. OK. Euh, Merci. C'est bon? Je réponds bien sûr. OK, en attendant qu'il y ait d'autres préoccupations, nous allons donner la parole à Dr. Koulesnoré pour apporter des éléments de réponse aux deux préoccupations. La première préoccupation étant sur les techniques pour faciliter la compréhension, si j'ai bien compris. Et la deuxième préoccupation du professeur, est-ce que les compétences sont prises en compte dans le cadre de la formation, je pense, de l'alignement pédagogique? D'accord. Je vais essayer. Les autres collègues qui sont allés, vous pouvez m'aider. Je n'ai pas bien compris la première question. Technique pour faciliter l'apprentissage des étudiants en tenant compte du contexte. Si j'ai bien compris, comment faire, quelle technique trouver pour faciliter l'apprentissage des étudiants, par les étudiants, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont. En fait, c'est le contexte qui va déterminer vos choix pédagogiques. Donc, ce qu'il faut clarifier d'abord, ce qu'il faut déterminer, dans quel contexte va se dérouler votre enseignement. Si vous avez affaire à une classe de... Ça va? Il faudrait que vous formiez à la pédagogie des grands groupes. Ouais, là, il y a des techniques qui vous permettent de maîtriser vos 500 étudiants. Si vous avez affaire à une classe de 15, 20 étudiants, là, vous avez un petit groupe. Voilà, les méthodes que vous allez utiliser vont être tout à fait différentes. Voilà, vous allez utiliser des méthodes interactives où les étudiants participent à la discussion, à la construction progressive du cours. Donc, ce qui est déterminant là, c'est le contexte ici.
qui va déterminer vos choix pédagogiques. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si l'un ou l'autre collègue a mieux compris la question, comment il peut intervenir en ouvrant simplement son micro. Ça va? Je passe à la seconde question. Oui. Je pense que nous allons laisser avancer sur la deuxième question. Celui qui a posé la préoccupation, la première préoccupation pourra revenir entre-temps. Sinon, si on a d'autres personnes qui veulent faire des ajouts, ça va se faire. Donc, on va épurer la liste des deux questions et puis on reviendra si possible. D'accord. Donc, la question de M. Emmanuel, en fait, vous êtes déjà un pédagogue rempli de la tâche. Donc, vous devez connaître mieux que moi. Alors, je vous tire mon chapeau. Maintenant, pour la question des compétences, est-ce que les compétences ont leur place dans l'alignement pédagogique? Oui, c'est pas compliqué. Lorsque les objectifs d'apprentissage visent à faire en sorte que les étudiants atteignent un savoir, un savoir-être ou un savoir-faire, là, on parle de compétences à acquérir. Voilà. Donc, on peut dire que ce sont les objectifs pédagogiques appelés autrement parce que ces objectifs-là visent à faire en sorte que les étudiants puissent atteindre un savoir, un savoir-être et un savoir-faire. Voilà, c'est cela qu'on appelle les compétences. Voilà, si j'ai bien compris votre question. Et si je n'ai pas compris, les autres peuvent rectifier ou compléter. Je crois aussi, j'ai compris pareil, Pascal. Au Oui. niveau de la question sur les compétences, je pense que comment je vais dire, l'aliment pédagogique fait en sorte que l'ensemble, par exemple, des éléments qui constituent peut-être un programme basé sur l'approche compétence, que tout cet ensemble d'éléments soit mis sur pied ou agencé ou aligné de telle sorte, de manière cohérente. Il faut que ce soit cohérent et de manière optimale pour permettre à tous les apprenants ou à l'apprenant qui est au centre de l'aliment pédagogique d'atteindre les compétences qui sont simplement visées peut-être à l'issue d'un cours ou d'une formation. Donc, je pense pareil. Stéphane, montre-toi, la Camerounaise. Non, pas de besoin, d'accord. On continue. Le modérateur a dit que ce n'est pas la peine. Libéra qui voulait intervenir. Oui. Oui. Juste, si j'ai bien compris la première question de contexte, hein, je voulais illustrer par des exemples concrets. Le contexte, il y a d'abord le public cible, vos étudiants. Bon, il y a le nombre, on l'a souligné, et il y a aussi, je dirais, les problèmes qu'ils rencontrent, que ce soit le transport. Je prends par exemple dans certaines villes où l'embouteillage, ils arrivent en retard ou ils s'absentent pour des raisons diverses. Il y a des étudiants qui sont en difficulté, qui n'ont pas assez de moyens. Il y a un problème au niveau de l'institution, par exemple la coupure d'électricité, manque de connexion de Wi-Fi stable. Tous ces éléments constituent le contexte. Donc, par conséquent, bon, j'ai oublié une chose, une particularité, enfin pas une particularité, mais un problème qui peut arriver. Il y a ce qu'on appelle les étudiants à besoins spécifiques qui ont un handicap quelconque. Et ce handicap qui, qui est à l'origine de limiter l'apprentissage. Hein. Il y a diverses maladies. Donc, vous devez tenir compte de tous ces éléments. Et tenir compte de tous ces éléments, connaissant le public, donc vos étudiants, il y a aussi le contexte, votre contexte, si j'ose dire. C'est-à-dire, vous donnez un cours depuis un certain temps, vous constatez des difficultés, absentéisme, les étudiants qui s'endorment quand vous donnez cours,
c'est de vous donner un cours magistral, c'est la tradition. Et donc, ça fait partie aussi comment dirais-je, les problèmes, vraiment, le problème que vous rencontrez aujourd'hui. Et autrement dit, votre cours, la façon dont vous le donnez, et, et- et est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? C'est cet ensemble qui constitue le contexte. Et alors, bien sûr, ça, je ferai le lien avec la deuxième question. Euh, naturellement, les acquis d'apprentissage visés ou les objectifs d'apprentissage vous sont d'une certaine manière imposés par l'État. Je prends un exemple. Euh, donc, dans chaque pays, il y a des politiques, notamment de formation des médecins, avec un quota, plus ou moins, disons, autant de médecins pour 1000 habitants. Donc, c'est une vision du pays. Idem pour les ingénieurs. Alors, pour former les médecins, pour les ingénieurs, euh, c'est, comment dirais-je, il y a d'une part les besoins de la société, il y a d'autre part la vision du pays, et donc, vous devez, comment dirais-je, former un médecin qui ne tue pas les patients, mais qui les soigne correctement. Autrement dit, il faut des compétences à l'issue du cursus universitaire. Il faut que le médecin soit capable comme objectif général, de soigner correctement, d'une façon professionnelle, les patients. Alors, pour acquérir toutes ces compétences, ce n'est pas un cours, c'est plutôt un programme, d'où on parle d'approche programme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les compétences sont, comment dirais-je, bien notées, bien documentées, bien renseignées dans le programme, enfin dans la vision de l'institution, du pays, pardon, bien sûr, dans un ensemble de cours. Hein, d'où la notion, on a tendance aujourd'hui de parler plutôt d'approche programme, pas approche cours. Autrement dit, chaque cours apporte une compétence par rapport à l'ensemble des compétences qu'un médecin doit acquérir à la fin de son cursus universitaire. Et donc voilà. Donc je me résume. Première question, le contexte est déterminant pour vraiment arrêter les compétences visées ou les acquis d'apprentissage. Et bien sûr, à partir des acquis d'apprentissage, naturellement, il faut utiliser l'instrument ou l'outil, la triple convenance, l'alignement pédagogique. Et pour la deuxième question, absolument, compétences sont reprises dans les acquis d'apprentissage visant en fait. Et bien naturellement, approche programme pour former un médecin, un ingénieur ou un philosophe ou un juriste pour que le juriste ne puisse pas emprisonner des innocents. Donc, Oui, je ne sais pas si j'ai été clair. C'était oui, juste pour compléter les réponses apportées par Pascal. je pense que c'est assez clair. Je ne vais pas revenir faire un résumé des différentes interventions. Je pense que pour les deux questions, ça forme un tout par la suite, approche compétence, approche programme. Et puis, nous allons avancer un peu avec, j'espère ne pas mal épeler plutôt, c'est Saré ou Sarr. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis bien entendu, on m'entend? Oui, 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 très bien. Le nom c'est Saré Seni. Je suis au centre universitaire de Manga, c'est au Burkina Faso. J'ai la chance d'être du même pays que le communicateur que je salue et auquel j'adresse mes félicitations pour la brillante présentation.
Voilà, donc pour aller droit à ma préoccupation, et l'alignement pédagogique tel qu'il a été présenté me, me donne même l'occasion de m'auto-évaluer. Mais je voudrais que ce soit plutôt le présentateur qui m'évalue à partir de la question que je vais poser. Alors, c'est en relation avec les objectifs et l'évaluation, l'alignement objectif et activité d'évaluation. Je considère que quand on définit un objectif, il peut y avoir de sous-objectifs. Il y a un objectif général et beaucoup de sous-objectifs en fonction de l'extension du cours que l'on veut administrer. La question, c'est de savoir si les éléments que je vérifie à l'évaluation n'ont pas la même extension en termes de nombre. Les objectifs sont, si j'ai 5 objectifs spécifiques dans mon enseignement et que au niveau de l'évaluation, je me contente d'évaluer 2 ou 3 éléments parce que les contraintes de temps sont telles que je ne peux pas, soit l'effectif ou le temps ne me permet pas d'évaluer tous les objectifs que j'ai élaborés. Est-ce que je suis dans une situation d'incohérence pédagogique? C'est la préoccupation. C'est bon? Oui. Oui, Est-ce oui, que voilà. dans le groupe peut répondre? Sinon, je vais m'essayer. Mais comme je ne suis pas, j'y vais. Pascal, nous te laissons répondre Non, pour... Stéphane, on se laisse WRB. C'est bon? D'accord, j'y vais. Donc, la question de M. Sari, que je salue au passage, collègue, nous nous connaissons bien. Donc, vous avez parfaitement raison. Lorsqu'on détermine les objectifs généraux d'un cours, il y a bien sûr des sous-objectifs qu'il faut déterminer aussi. Et quelquefois, les séquences de cours là correspondent à ces sous-objectifs. Maintenant, la vérification des acquis d'apprentissage par l'évaluation peut ne pas embrasser tous les objectifs définis au départ. Quelquefois, c'est très difficile. C'est vrai, chose peut-être que je n'ai pas mentionné, les objectifs que vous définissez devraient pouvoir englober tout le cours. Ça va? Tout le cours, les objectifs là. Et 5, ça me paraît beaucoup. Je crois que les grands pédagogues là conseillent 3 ou 4 objectifs généraux. 5, c'est beaucoup. Mais si l'évaluation n'arrive pas à évaluer tous les 5 à la fois, ça ne fait rien. Pourvu que un des objectifs soit évalué en concordance avec, en cohérence avec le contenu que vous avez donné et en cohérence avec l'objectif visé au départ. Donc, pour un cours, prends un exemple, pour un cours de philosophie de l'histoire, parce que je sais que vous êtes philosophe, il s'agit ici, parmi vos objectifs, si vous déterminez que les étudiants devraient être capables de comparer la pensée de Marx et de Kant. Ensuite, un autre objectif, les étudiants devraient être capables, au terme de ce cours, de discuter une question problématique sur l'histoire à partir des conceptions kantiennes et marxistes de l'histoire. Donc, ça sous-entend une dissertation que vous allez donner. Dans une dissertation, vous pouvez le préciser. Voilà. Si vous optez pour l'un ou l'autre, d'évaluer l'un ou l'autre de ces objectifs, non, vous n'êtes pas incohérent avec vous-même. Vous êtes dans la cohérence pédagogique. Voilà. Les autres, si vous pouvez ajouter, préciser ce que je viens de dire. Est-ce que je peux dire quelque chose, Pascal? Oui. Oui, je voudrais dire que on aura en principe pour peut-être la deuxième session, une séquence que j'invite ton collègue à assister pour la deuxième session sur les évaluations. Je voudrais préciser que les évaluations, on peut avoir de manière globale 2 objectifs, ok? C'est-à-dire d'abord d'activer les connaissances antérieures des apprenants par rapport au contenu qu'ils sont censés avoir. Et peut-être le second objectif de permettre à l'enseignant de vérifier les acquis d'apprentissage des élèves.
Donc, vous voyez qu'on en a deux. Et puis, il y a trois types d'évaluations. On peut avoir des évaluations diagnostiques, on peut avoir des évaluations sommatives, on peut avoir des évaluations formatives. Malheureusement, la plupart du temps, les gens se cambrent uniquement sur l'évaluation formative, c'est-à-dire celle qui est faite peut-être en cours de semestre, qui est notée, qui est graduée, etc. Mais même pendant un cours, après une activité, on peut faire une évaluation sommative pour voir. L'évaluation peut être orale, elle peut être écrite, elle peut être brève, elle peut être longue, elle peut être de plusieurs types, un QCM, elle peut être verbale. On peut faire une courte évaluation même pendant un cours pour essayer de vérifier. Le deuxième objectif de l'évaluation, c'est-à-dire vérifier si les apprenants ont acquis ce qui devait être transmis à travers l'objectif. Donc, de dire qu'on a 5 objectifs spécifiques et on fait seulement 2, je pense qu'à travers les activités, parce qu'il faudrait, on a aussi prévu une présentation sur la scénarisation. Quand on a scénarisé le cours, il y a des activités, il y a le contenu, il y a les activités. On peut faire une évaluation bref, on peut faire une évaluation sommative, elle peut être orale, et pour essayer de vérifier les acquis, pour voir s'ils ont été bien cernés par les apprenants. Parce que l'évaluation n'est pas seulement formative. Je ne sais pas si j'ai apporté quelques éclaircissements par rapport à cela. Merci bien, Dr. Soking. Nous allons évoluer, je pense. Il y a des préoccupations. Je pense que dans l'ensemble, les commentaires qui ont été apportés, à moins que Pascal n'ait quelque chose à dire par rapport à ce qui vient d'être dit. OK. Il y a une préoccupation de Myriel Essono. Oui, Oui. je peux parler? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, je suis Mireille Essono. Et bon, j'enseigne à l'ENS au Gabon, à Libreville. Alors, j'avais juste une préoccupation parce que aujourd'hui, quand nous formons les futurs enseignants du secondaire, on leur dit, par exemple, de formuler sur leur fiche de cours un objectif général et puis des objectifs spécifiques et puis de préciser les compétences. Maintenant, j'ai l'impression, quand j'ai compris un peu les définitions, puisqu'on parle à travers les objectifs, on a défini les compétences comme étant des savoir-faire, des savoir-être. Donc, être capable de. Mais en fait, c'est souvent comme ça que nous, on formule, par exemple, des objectifs spécifiques. On va dire à la fin du cours, l'élève est capable de, par exemple, enseigner, faire la lecture littéraire de tel texte. Mais si on formule l'objectif spécifique de cette manière et que en fait, est-ce que c'est ça la compétence finalement? Parce que la compétence, ça va être normalement lecture, savoir faire la lecture littéraire. En fait, j'ai l'impression qu'il faut enlever objectif spécifique et puis remplacer ça directement par compétence développée, que sur la fiche, il n'y ait que objectif général et puis compétences à développer et puis on enlève les objectifs spécifiques. Ou bien il y a des 3 éléments qu'on doit garder. C'est ça ma question, c'est sur la formulation des compétences et des objectifs spécifiques. D'accord. Donc, je peux. Est-ce que... Oui. Pardon, Pascal? Quelqu'un veut parler? C'est moi. Je Oui. voudrais... Docteur Alpha. Désolée de te couper la parole, mais je voudrais juste clarifier un point, que les objectifs d'apprentissage, on va s'approfondir vraiment la semaine prochaine Oui, avec le docteur Hervé. Donc là, on a fait l'alignement pédagogique, mais pour les objectifs d'apprentissage, ça va être très bien fait la semaine prochaine, en espérant que vous allez être tous avec nous. Et là, ça va se clarifier, je pense, d'une très bonne façon et d'une façon catégorique. Voilà, je te laisse répondre si tu veux, mais je voulais juste rappeler ce point. Merci. Oui, c'est bon de le rappeler. Oui, ce sera abordé mercredi prochain par le docteur Hervé de RDC.
Donc, Madame, patience, vous serez bien informée sur les objectifs généraux spécifiques. Je ne me suis pas attardé là-dessus parce que ce sera l'objet de la séance prochaine. Donc, je vous demande la patience seulement. Ne soyez pas frustrés si on ne vous répond pas. Merci bien. Modérateur. Oui, merci, docteur Colès-Noré. Effectivement, la préoccupation de Mireille, si les objectifs spécifiques sont bien définis, on va aboutir par la suite à la question des compétences, inévitablement. Mais comme les autres l'ont dit, le prochain présentateur, docteur Hervé Mutombo, reviendra là-dessus. Voilà. Ce serait bien également de partager vos expériences, vos stratégies pour que ensemble ce soit vraiment un partage pour toute la communauté ou bien tous les participants. Euh, Je ne sais pas, il y a Je une peux dire autre quelque chose? préoccupation, une main levée, Libéra. Si vous permettez, oui, si vous permettez, je voudrais revenir sur une question qui a été posée concernant si on a 5 objectifs spécifiques et qu'on évalue 3 sur 5. Est-ce que c'est un problème d'alignement pédagogique? Ici, vraiment, je partage comment dirais-je, ma vision des choses. Premièrement, si vous avez 5 objectifs spécifiques, c'est-à-dire il y a des compétences que les étudiants doivent atteindre à la fin de votre enseignement. Si vous n'évaluez pas les 5, il y a un souci. Et vous avez souligné que vous n'avez pas de temps. Hein? Ça, c'est vraiment le contexte, ça fait partie du contexte de votre cours. Autrement dit, si vous n'avez pas de temps, c'est un problème que vous rencontrez, vous en tant qu'enseignant. Il faut trouver des méthodes d'enseignement qui permettent justement à solutionner ce problème. Notamment, on peut imaginer la classe inversée. Peut-être il y aura une occasion d'entrer en détail. Autrement dit, là où je voudrais insister, si vous avez 5 objectifs d'apprentissage, objectifs spécifiques, dans votre scénarisation du cours, vous devez absolument les évaluer les 5. Parce que tout simplement, j'ai parlé de médecins, de former les médecins. Si vous ratez, je ne sais pas comment faire, une injection, parce que vous n'avez pas eu le temps, le futur médecin risque de tuer le patient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème revient en fait à trouver des méthodes actives qui vous permettraient notamment de solutionner ce manque de temps. La classe inversée ou le dispositif hybride, si bien sûr les outils numériques le permettent, ça permet de donner un travail aux étudiants à distance et la séance en présentiel, l'utiliser pour répondre aux questions, etc. Donc, la classe inversée permet en partie de gagner du temps. Ici, je vous donne un exemple d'un enseignant de l'université de l'ULB qui avait ce problème effectivement. Suite à la réforme de Bologne et l'MD, le nombre d'heures ou de crédits ont été réduits, mais le contenu de la matière n'a pas changé. Donc, cet enseignant de physique était confronté, non seulement il n'avait pas le temps de donner assez d'exercices pour illustrer les notions théoriques, ce qu'il a fait, il s'est lancé il a fait recours à la classe inversée, c'est-à-dire il s'enregistrait. Donc, il a enregistré le cours théorique et envoyé la vidéo aux étudiants en leur demandant de visualiser, d'écouter et de regarder ces vidéos. Et les séances en présentiel étaient consacrées aux exercices pour illustrer, disons, les phénomènes physiques
qu'il abordait dans son enseignement. Alors, avec cette méthode, il craignait d'ailleurs que les étudiants allaient s'absenter. Sophie, le contraire. Donc, à la fin, donc il a évalué son dispositif. C'était vraiment très, très positif. D'une pierre deux coups, il a résolu le problème de temps, hein, exactement comme vous. Et d'un autre côté, il a amélioré l'apprentissage des étudiants. Donc, les résultats étaient totalement significatifs. Aussi, il a résolu ce problème. Les étudiants n'arrivaient pas à interpréter les équations physiques et d'où l'intérêt de donner plus d'exercices, plus de travaux pratiques. Un peu de mots, donc, ça c'est mon point de vue personnel. Il faut, si vous avez 5 objectifs spécifiques, organiser des évaluations pour tous ces objectifs. Et cette question de temps, il suffit de trouver une méthode appropriée pour résoudre en fait ce problème en fait. OK, nous disons merci à Libera pour son expérience et également ses suggestions pour pouvoir améliorer nos enseignements. Donc, du même coup, il a aussi donné quelques points sur les techniques pour faciliter la compréhension. Si le temps ne permet pas, il faut changer la stratégie. Autrement dit, prospecter également la stratégie de la classe inversée. Nous avons une main levée. Claude. Nous allons prendre une avant-dernière question et puis je pense que les échanges peuvent continuer. Il y a les mails. Donc ça, tu n'avais pas enlevé le vrai. Je viens de le faire pour toi. Il ne faut pas dire. Ok. Voici les sandales. Oh, tu les as trouvées. Oui. Je vais partir, je crois qu'il va. Vous avez la parole. Oui, baby. Nous n'arrivons pas à échanger avec Claude. Saré qui revient pour... Vous avez la parole, Saré. Oui, merci beaucoup. Je vous présente mes excuses pour la qualité de la voix. Je voulais juste dire merci pour les réponses que j'ai obtenues. Et je pense beaucoup aussi que celui qui a parlé, je crois que c'était une dame qui a parlé, évoqué les types d'évaluation constituent une piste parce que ordinairement, on a dans la tête que c'est à l'évaluation sommative ou certificative. Du moins, on est beaucoup plus focus sur ce type d'évaluation qui fait que l'on perd de vue les possibilités autres, les possibilités alternatives d'évaluer. Donc, à partir de vos réponses, je suis bien édifié. Je vous remercie beaucoup. Merci, Saré, pour ce retour. Merci, merci. Oui, en vous écoutant, j'ai compris le problème. Si vous avez 5 objectifs, je crois que vous avez parlé d'objectifs généraux et non pas spécifiques. Je disais que 5 objectifs généraux, c'est beaucoup, on peut les réduire. Mais s'il s'agit de 5 objectifs spécifiques et s'il s'agit de faire une évaluation certificative, c'est très difficile de trouver une évaluation qui englobe les 5 objectifs spécifiques. Maintenant, si vous associez à cette évaluation certificative d'autres types d'évaluations, comme l'a signalé M. Libera, c'est possible d'évaluer vos 5 objectifs. Mais pour une évaluation certificative en fin de cours ou en fin de semestre, c'est très difficile d'évaluer les 5 en même temps. Voilà ce que je voulais juste ajouter.
Encore merci pour le supplément. Donc, nous sommes en train d'aller assez loin dans le temps. Nous avions prévu nous entretenir environ 1 heure. Nous savons que les uns et les autres ont différentes préoccupations et ont accepté de venir partager leur expérience, venir également renouveler leurs connaissances. Nous disons merci à tout un chacun de vous. Comme annoncé à l'entame, il y a une deuxième formation sur les objectifs pédagogiques et une session qui va être organisée la semaine prochaine et animée par Dr Hervé Mutombo. Donc, avant de dire le mot de la fin, nous remercions vraiment le docteur Pascal Colles-Noré pour son temps et à l'ensemble des participants également pour leur intervention. Il y a une main levée de Libéra. Je vais lui donner la parole et puis après, nous allons demander à Olfa de clore la session. Oui, très, très rapidement, c'est juste glisser un mot sur la formation internationale en pédagogie universitaire. Juste pour signaler que donc vous êtes la première cohorte. La deuxième cohorte commencera mi-avril. Et très prochainement, nous allons sélectionner la troisième cohorte et on va lancer une campagne pour la quatrième cohorte. Donc, je voudrais inviter tous les enseignants et enseignantes qui ont participé à ce webinaire, qui ont une thèse, donc qui sont titulaires d'un cours, de pouvoir postuler. L'appel sera lancé vers le mois de septembre et la date limite sera vers le 25 novembre 2024. Donc voilà, je voulais faire la promotion purement et simplement de de la FIPIN en fait. Voilà. Merci Merci. Libéra pour cette pub, c'est une bonne tribune pour cela. Et nous allons donner, comme on l'a dit, la semaine prochaine, nous allons sur les objectifs d'apprentissage avec notre collègue Hervé. Et nous allons donner la parole à Olfa pour pouvoir terminer. Pourquoi? Ok, d'accord, pas de problème. Merci beaucoup, Zach. Tu as été un modérateur exemplaire. Merci, Pascal, infiniment. Je pense que ça a été très clair. Je pense que ça a été très fructueux pour nous tous, même pour nous qui étaient déjà dans une formation en pédagogie universitaire numérique. On se revoit, j'espère, la semaine prochaine, justement, avec le docteur Hervé Mutombo pour faire les objectifs d'apprentissage. Pour les semaines d'après, vous avez le programme. Ça serait avec notre très belle docteur Céleste pour la gestion des grands groupes. C'était le 21. Moi-même avec la pédagogie active pour le 28. Et puis enfin, on terminera avec notre brillant modérateur d'aujourd'hui, le docteur Zach, pour l'apprentissage en profondeur. Je vous dis très bonne soirée. Merci d'être là avec nous. Et on espère vous retrouver dans les prochains webinaires. Voilà, au revoir. Merci à tout le monde. Excellente soirée à vous. Et on se retrouve la prochaine fois. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée, à très bientôt. Merci à tous. beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci. Ciao. Merci. Je vais quitter. Merci beaucoup.